Bonjour, bienvenue au laboratoire numéro 3. Donc, aujourd'hui, trois choses au menu. En premier, on va faire un petit exercice sur les listes chaînées. Ensuite, sur les max heap, ou dans le fond, c'est la même chose qu'un min heap, mais c'est tout le temps le numéro maximum qu'on va mettre en haut. Et aussi sur un petit exercice sur le parcours des arbres binaires. Donc, on va commencer tout de suite avec les listes chaînées. L'idée du problème, c'est qu'on a une liste chaînée avec une loupe à l'intérieur. Donc, à un moment donné dans la liste, on a, par exemple, si le nœud numéro 10 va pointer vers un nœud déjà existant dans la liste, puis on va avoir un cycle, comme ça. L'idée, ce serait de trouver comment est-ce qu'on pourrait faire pour déterminer s'il y a un cycle ou pas. Donc, une première idée comme ça, qui est la plus simple, c'est de dire, sur tous les nœuds, on pourrait mettre par exemple un booléen. Donc, mettre un flag, si on veut, à phase. Puis, on boucle sur tous les nœuds. On regarde, est-ce qu'il y a un suivant? Si oui, on va aller voir le suivant, puis on va mettre le suivant, son flag, à true, pour dire qu'on l'a visité. Puis si, à un moment donné, on retombe sur un nœud dont le flag est à true, ça veut dire que forcément, il y a une boucle. Donc, ça, c'est une façon de faire. C'est en haut de n, on va parcourir chaque nœud une seule fois. Puis, l'ordre de mémoire, dans le fond, va être aussi O de n, puisqu'on va mettre un booléen dans tous les nœuds. Ce qui revient à avoir utilisé, dans le fond, n booléen. Maintenant, comment est-ce qu'on pourrait faire pour garder l'algorithme en O de n, mais en réduisant l'ordre de la mémoire à O de 1? Donc, j'ai essayé d'y penser par vous-même, puis à ça, continuer la vidéo, parce que la solution, une fois que je vous la montre, est super simple, mais il faut quand même, disons, un peu de jus de cerveau pour la déterminer. Donc, si on y va, ce qu'on pourrait faire, ça serait de faire deux pointeurs. Comme ça, on commence sur le premier nœud, le root. Puis, s'il y a une loupe, si on fait des bonds de, par exemple, un pointeur, on va faire des bonds de 2, puis l'autre, on va faire des bonds de 1. Forcément, à un moment donné, les deux pointeurs vont se rencontrer. Puisque là, on va en avoir, par exemple, mettons que j'essaye ici. On va en avoir un ici, un là. Les deux ici. Après ça, on va en avoir lui ici, lui là. Lui ici, ici. Là, je vais continuer comme ça. Puis on va voir s'il se retouche à un moment donné. Donc, la ligne en haut, je fais un bond de 1. Puis l'autre, je fais un bond de 2. Lui, comme ça. Lui, comme ça. Comme ça. Et puis, on voit qu'ils se rencontrent ici, sur ce nœud-là. Donc, s'ils se rencontrent, ça veut dire qu'à un moment donné, il y a une boucle et que forcément, les deux, puisqu'il y en a un qui avance d'un seul pas et l'autre de 2, forcément, ils vont se rencontrer à un moment donné. C'est le bond de 1 et le bond de 2, c'est le plus simple. On pourrait faire un bond de 3, un bond de 4, faire une analyse de ce serait quoi le bond optimal, dépendamment des longueurs de chaîne qu'on a, etc. Mais 1 et 2, on est sûr que forcément, ça va fonctionner. Et puis, même si on était dans un cas, par exemple, qui avait un nœud de plus, puis que dans le fond, aux premières fois que celui qui fait un bond de 2 rencontre celui qui fait un bond de 1, puis on pourrait dire, ah ben lui, il va faire un bond de 2, puis lui, il va juste faire un bond de 1, puis il va dans le fond se skipper. À un moment donné, ils vont refaire un tour, puis puisqu'il y en a un qui va un nombre impair et l'autre pair, ils vont se rencontrer au deuxième tour. Donc, peu importe la quantité de nœuds dans le cycle, etc., ça va toujours marcher. Donc, l'algorithme pour ça, c'est quoi? On pourrait avoir un pointeur 1 et un pointeur 2. Donc, le premier va être sur le premier nœud. Donc, égal root. Puis lui aussi, il va pointer sur le root. Ou on peut même mettre, parce que si vous regardez dans votre corrigé, ils le mettent sur suivant. Donc, ils le mettent direct sur le prochain nœud. Pourquoi? Parce qu'après ça, quand on fait la loupe en dessous, on dit tant que P1
que dans le fond, P1 n'est pas nul et que P2 n'est pas nul et que P2 point suivant n'est pas nul. Pourquoi on regarde juste le suivant de P2? Parce que P2 va toujours aller plus vite que P1. Donc, comme ça, on est sûr que si P2 est pas nul, forcément P1 ne va pas l'être aussi, puisqu'il va toujours 2 fois plus vite. Puis, dans la loupe, ça ici, ça fait toute partie de la loupe. Ce qu'on va faire, c'est on va dire si P1 égale P2, ben ça veut dire qu'il y a un cycle, comme on s'est dit tout à l'heure. Donc, on va retourner vrai. Vrai ou 1. Puis, ensuite, on va avancer nos pointeurs. Donc, P1 va être égal à P1 point suivant. Et P2 va être égal à P2 point suivant. Puis si on sort de la loupe, que dans le fond, P2 point suivant est égal à nul, ou que un des pointeurs est égal à nul, forcément, ça veut dire qu'il n'y a pas de cycle. Puisque si on arrive à la fin avec un nul, la liste s'est arrêtée. Par exemple, s'il n'y a pas de pointeur, ben, il n'y a pas de cycle. Si, au contraire, il n'y a pas de pointeur ici, ben la liste va s'arrêter là, puis il n'y aura pas de cycle non plus. Donc, c'est pour ça qu'à la fin de la boucle, on va retourner phase si jamais on sort de la loupe. Donc, ça, c'est pour la deuxième sous-question ici, qu'on vient de faire. On voit que, une fois que je vous l'ai dit, c'est assez évident, mais trouver, c'est quelque chose qui est quand même pas... je veux dire, c'est quand même pas super simple. S'il y en a parmi vous qui le trouvez, bravo. Parce que c'est ça, c'est pas le genre d'algorithme qu'on est habitué de faire forcément. OK. Là, une fois qu'on a la partie d'algorithme qu'on a fait ici, après ça, comment est-ce qu'on pourrait faire pour déterminer le nombre de nœuds qu'il y a dans le cycle? Donc là, par exemple, ici, on va faire, dans le fond, on avait nos bonds comme ça. Puis, on avait celui-là qui faisait un bond de 2. Puis, qui se rencontrait à un moment donné au 9. Dans le fond, il ne se rencontrait pas exactement tout de suite. Il se rencontrait, hop, ici. Je vais effacer ce... Ah non. OK, on va tout effacer. Whatever. Je suis pas mal sûr que vous avez compris mon affaire de tout à l'heure. Une fois qu'on a, disons qu'ils se sont rencontrés ici. Donc là, il y a les deux flags, il y a P1 et il y a P2. Ici, et qu'on a déterminé qu'il y a une loupe. Comment est-ce qu'on pourrait faire pour déterminer le nombre de nœuds qu'il y a dans cette loupe-là? Une idée, ce serait de prendre P1, de le laisser pointer sur ce nœud-là, puis de prendre P2 et de l'avancer de 1. Tout simplement. Donc, disons qu'on a le code qu'on a écrit tout à l'heure, qui arrête ici. Donc, on va enlever le return false. Puis la fonction, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va simplement remettre, on va initialiser une variable. Donc, par exemple, on va prendre n pour la quantité de nœuds, le nombre de nœuds. Puis, on va faire n, tenez, on va le mettre égal à 1. N va être égal à 1. Puis P2 égale P2 point suivant. Pourquoi je fais ça? Parce que dans le fond, après ça, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Ce serait une loop. Donc, while P1 n'égale pas P2. On va faire incrémenter n. Puis, on va aussi faire P2 égale P2 point suivant. Donc, on va faire parcourir P2 sur tous les nœuds de la boucle jusqu'à ce qu'ils reviennent à P1. Là, ça veut dire qu'on va avoir notre nombre de nœuds dans notre cycle.
Puis, on peut retourner n. Parce que dans le cas, on veut une fonction qui détermine le nombre de nœuds dans le cycle. Fait que ça, il faudrait faire à la suite d'une petite algo qu'on a fait ici, qui détermine est-ce qu'on a un cycle ou pas. Une fois qu'on a fait ça, on pourrait se poser une autre question. On pourrait dire, maintenant qu'on a la quantité de nœuds et qu'on sait qu'il y a une loupe, une quantité de nœuds dans le cycle et qu'on est vraiment certain qu'il y a un cycle, comment est-ce qu'on pourrait faire pour déterminer le premier nœud qui fait partie du cycle? Donc, une façon de faire, ce serait de dire, par exemple, on arrive ici. On calcule le nombre de nœuds, puis on a un n est égal à 8. On sait qu'il y a 8 nœuds. Donc, disons qu'entre notre root et le premier nœud du cycle, on a x nœuds. Et on ne sait pas c'est quoi x. On sait juste que si on parcourt un certain nombre de nœuds, on va arriver à un moment donné au nombre à notre premier nœud. Disons qu'ici, on a déterminé que n est égal à 8. Si on fait avancer, si on laisse un pointeur ici, on a x de différence jusqu'au premier nœud du cycle. Maintenant, ce qu'on pourrait faire, ce serait faire avancer un deuxième pointeur de n cases. Donc, on va avoir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc, on va avoir P2 qui va pointer ici. P2, on s'entend, il est où dans notre liste? Il est à n moins x nœuds. Pourquoi? Parce qu'on sait qu'il y a n nœuds dans la liste, dans le cycle, pardon, et qu'avant de rentrer dans le cycle, il y a x nœuds. Donc, si on fait x autres bond, on va être revenu au début du cycle. Et ici, si on fait x bond, on va être rendu au début du cycle. Donc, maintenant, ce qu'on a à faire, c'est juste d'incrémenter P1 et P2 de 1 jusqu'à ce que les deux soient sur le même nœud. Donc, si on prend le reste de l'algorithme qu'on avait tout à l'heure, dans le fond, on a arrêté, on retournait n. Là, on va enlever cette ligne-là. Puis là, ce qu'on va faire avec le n, c'est déterminer il est où le prochain, c'est quoi le premier nœud du cycle. Donc, on va mettre P1 est égal au root. P2 est égal au root. Puis, ce qu'on va faire, c'est qu'on va looper for i de 1 à n. Puis, on va faire incrémenter P2. On va le rendre on va le faire n fois. Une fois que c'est fait, on va dire tant que P1 n'égale pas P2, on va incrémenter P1 et P2. P2, ici c'est un 1, égale P2 point suivant. À un moment donné, les deux vont être pareils, puis on va pouvoir retourner le nœud en disant que c'est lui qui est le premier nœud de notre cycle. Donc, voilà pour l'exercice sur les cycles dans une liste chaînée. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est un numéro sur ça. On a une séquence de parenthèses qui rouvrent et qui ferment. Et notre objectif, c'est de trouver si la séquence est valide. Donc, pour avoir une parenthèse qui ferme, forcément, il faut avoir une parenthèse qui rouvre avant. Donc, mais, je vais dire ça comme ça, mais pareil, on pourrait avoir 3 comme ça, une qui ferme, un autre qui rouvre, un autre qui ferme, qui ferme, qui ferme. Donc, celle-là est associée avec celle-là avec celle-là, et eux autres ici sont associés. Donc, ce n'est pas toujours super évident à déterminer si la séquence de parenthèses est valide ou non. Comment est-ce qu'on pourrait faire pour déterminer, avec une structure de données qui est parfaite pour ce genre de numéro-là, si c'est valide ou pas?
Puisqu'on s'entend, en premier, on pourrait se dire, bah, on a juste à calculer le nombre de parenthèses qui rouvrent, le nombre de parenthèses qui ferment, puis voilà, on a notre réponse. Mais, qu'est-ce qui arrive si on a ça comme ça? On a 3 parenthèses qui ferment, 3 parenthèses qui rouvrent, c'est bon. Mais les 3 parenthèses qui ferment sont avant ceux qui rouvrent. Fait que c'est pas bon comme séquence. Ici, vous avez des exemples de séquences. 2 séquences invalides et une séquence qui est valide. Ici. Donc, une structure de données qui pourrait être utilisée, c'est un heap. Un heap, c'est le même qu'on... Non, je pense pas que c'est le même qu'on appelle ça. Une pile. Une pile. En gros, c'est quoi si on se dit, on va avoir une pile. Je vais vous dire après ça peut-être une autre façon de faire, mais dans le fond, l'idée est d'utiliser une pile. On se dit, on a notre séquence en paramètres. Disons qu'on prend un tableau parce que c'est plus facile. C'est la même. Une string, c'est un tableau de caractères. Puis là, on va se créer une pile vide. Une pile, c'est quoi? C'est qu'on ajoute un élément, donc on fait un push, puis quand on fait un pop, on va retirer le dernier élément qu'on a mis dedans. Donc, à chaque fois qu'on va rencontrer une parenthèse qui rouvre, on va ajouter un élément dans la pile. Puis à chaque fois qu'on va avoir une parenthèse qui ferme, on va popper l'élément de la pile. Puis si jamais on pop un élément et qu'il n'y a plus d'élément dans la pile, c'est qu'on a fermé une parenthèse alors qu'il n'y a aucune parenthèse qui est ouverte pour celle-là. Donc, c'est invalide. Donc, on va y aller. For i de 1 à n. On va regarder, est-ce que la string t de i égale à une parenthèse qui rouvre? Si oui, on va ajouter cet élément-là à notre pile. Maintenant, sinon, on a deux choix. On va regarder, ça veut dire qu'on a une parenthèse qui ferme, sinon, parce qu'on a juste 2 caractères. Si la pile, est vide, ça veut dire qu'on n'a pas eu de parenthèse qui rouvre pour celle-là. Donc, la séquence n'est pas valide. Sinon, ça veut dire que c'est valide et on va juste popper un élément. On va juste popper une parenthèse qui rouvre. Ensuite, quand on arrive après ça, après la boucle, on a une vérification à faire. S'il reste des éléments dans la pile, ça veut dire qu'on n'a pas le nombre de parenthèses qui ferment adéquates. Il nous manque des parenthèses qui ferment. Donc, c'est false. Sinon, ça veut dire que c'est vrai. Donc, qu'est-ce qu'on va retourner? C'est si la pile est vide. Si on finit que la pile est vide, ça veut dire qu'il y a exactement le bon nombre de parenthèses qui rouvrent et qui ferment. Comme ça. Si c'est pas vide, ça veut dire que c'est faux. La séquence n'est pas valide. Par exemple, on peut voir ça ici. On a une parenthèse qui rouvre, qui ferme. Donc là, on est valide, on est encore dans la loupe. Là, il y en a 2 qui rouvrent, donc on ajoute 2 fois la ligne ici. On va coucher les éléments. Puis en dernier, on va mettre une dernière parenthèse, donc on va faire un pop. Mais quand on sort de la boucle, il y a encore une parenthèse qui reste dans celle-là, pardon. Il y a encore une parenthèse ouverte ici qui reste. Donc, la séquence n'est pas valide. Et voici la structure de données. Maintenant, je vous avais dit, il y a aussi une autre façon de faire. À place d'une pile, on aurait pu simplement utiliser un integer, puis l'incrémenter quand il y a une parenthèse qui rouvre. On fait i++, ou dans ce cas-ci, je vais mettre j, parce qu'on utilise i pour la loupe. Si on fait j++, si on regarde, sinon, s'il y a une parenthèse qui ferme, on vient ici, on se dit si j est égal à 0, ça veut dire que c'est faux, c'est vide. Sinon, on le décrémente de 1. Puis c'est tout. À la fin, on fait return j égale 0. Puis ce serait la même chose.
Donc, voilà pour ce numéro-là. Maintenant, on va passer à l'insertion et la suppression d'éléments dans un max heap. Donc, un max heap, l'objectif, c'est juste de garder les plus gros éléments qu'on ajoute en haut. Donc, on voit min heap, max heap, tous les plus petits numéros sont ici, tous les moyens sont là et le plus gros est ici. Le min heap, c'est exactement la même chose, c'est juste que le plus petit va être en haut et ça va être comme ça en grossissant. Et c'est tout. Donc, si on y va, en premier, on va ajouter les éléments qu'il y a ici. Donc, si on ajoute le 4, on a juste un élément. Maintenant, on va ajouter le 6. Si on ajoute le 6, dans un heap, il ne faut pas oublier, on ajoute toujours l'élément de gauche à droite et on remplit tout le niveau avant de passer au prochain niveau. Donc, on va avoir 6 comme ça. Maintenant, est-ce que 6 est plus grand que 4? Oui. Donc, on va switcher comme ça. Voilà pour notre ajout de 6. Maintenant, on va ajouter 3. Donc, le 3, faites attention, on vient l'ajouter ici. On ne fait pas « Ah, c'est plus petit, puis ici, c'est plus petit ». C'est pas comme ça, c'est pas un arbre binaire, c'est un heap. Donc, on l'ajoute ici. Est-ce que 3 est plus grand que 6? Non. Donc, on le laisse comme ça. On a fini. Maintenant, on va ajouter 8. 8, on a fini notre deuxième niveau, ici. Donc, on va l'ajouter au troisième niveau, au début, ici. Est-ce que 8 est plus grand que 4? Oui, on fait le switch entre les deux. Est-ce que 8 est plus grand que 6? Oui, on va faire un autre switch ici. Donc, on va obtenir 8, 6, 4 et 3, comme ça. Ensuite, on va ajouter 7. Ici. 7. Est-ce que 7 est plus grand que 6? Oui. Donc, 7 va aller là. Et ici, on va avoir 6. Est-ce que 7 est plus grand que 8? Non. Donc, on le laisse comme ça. On a fini avec le 7. Maintenant, on va ajouter 1. Donc, le 1, on l'ajoute à la suite ici. Est-ce que 1 est plus grand que 3? Non. On le laisse comme ça. On a fini avec le 1. Ensuite, 10. Ici. Le 10, est-ce qu'il est plus grand que 3? Oui. 10 va aller là. Ici, on va avoir 3. Est-ce que 10 est plus grand que 8? Oui. On va mettre le 10 ici. Ici, on va mettre 8. Puis, le 10 est rendu au root. On arrête, on ne peut pas aller plus haut. On va ajouter un 9 maintenant. Donc, on a fini les 3 premiers niveaux. Donc, on ajoute un 4e niveau. 9. Est-ce que 9 est plus grand que 4? Oui. 9 et 4, on le switch. Est-ce que 9 est plus grand que 7? Oui. Donc, on va les switcher. Est-ce que 9 est plus grand que 10? Non. Donc, on arrête là. Maintenant qu'on a ajouté tous les éléments de notre liste, ce qu'on va faire, c'est la suppression. Donc, la suppression, comment ça fonctionne? On veut supprimer le dernier élément, le premier élément. C'est juste ça qu'on fait dans un heap. On ne va pas aller supprimer, par exemple, le 6 qui est ici. On veut supprimer l'élément du haut, qui est par exemple le 10. Donc, pour faire ça, on va switcher le dernier élément de notre heap, donc dans ce cas-ci, le 4, avec le 10, puis on va supprimer le 10. Donc, on va avoir juste ça ici. Et puis maintenant, on va redescendre le 10. Donc, on va prendre le nombre qui est le plus gros entre l'enfant de droite et l'enfant de gauche. Dans ce cas-ci, c'est 9. Donc, on va mettre le 4 ici, et ici, on va mettre 9. Ensuite, le plus gros entre 7 et 6, c'est 7. Donc, on va mettre le 4 ici et le 7 ici. Et on va avoir notre max heap de fini pour ce nombre-là. Comme ça. Maintenant, on aimerait supprimer le 9. Donc, on va faire la même chose, le dernier élément. Si pour insérer, on va de gauche à droite, de layer en layer, le dernier élément, on fait le contraire. Donc, on part d'en bas et on va à droite. Donc, le dernier élément, c'est 3. Donc, on met 9. Ici, on met 3. Puis, on supprime ce nœud-là. Ensuite, on va redescendre 3.
c'est qui est le plus gros entre 7 et 8, entre ces deux enfants, c'est 8, donc on va mettre le 3 ici, 8 là. C'est maintenant, lui, il y a juste un enfant, celui de gauche. Est-ce qu'il est plus grand? Oui, donc on le laisse là. On ne va pas le toucher. Donc, on a quelque chose comme ça. Finalement, je vous dis finalement. Ouais, finalement, on va retirer 8. Donc, on va le changer avec le dernier enfant, celui-ci. 1, puis on va redescendre 1 tant qu'il y a des éléments plus gros. Donc, lequel de ces enfants qui est plus gros? C'est 7. Donc, on va les mettre 1 ici. 7, on va le monter. Ensuite, 1. Est-ce qu'il est plus petit que 4 et 6? Oui. Lequel qui est le plus grand entre 4 et 6? C'est le 6. Donc, on va les mettre 6 ici, puis 1 là. Donc, on obtient quelque chose comme ça, ça, ça. N'oubliez pas, ici, le nœud est supprimé. 4 et 1. Donc, ça, comment est-ce qu'on l'écrit sous forme de tableau? Parce qu'un heap, c'est souvent stocké en forme de tableau, pas comme étant un arbre ou une liste chaînée. On va avoir 7, 6, 3, 4, 1, comme ça. Puisqu'on y va layer en layer, de gauche à droite. Donc, 7, 6, 3, 4 et 1, comme ça. Et c'est notre résultat final. Donc, voilà pour le max heap. Maintenant, ce qu'on va faire, 2 secondes. On va passer au prochain numéro. Parcours d'arbre binaire. Vous allez voir, là, c'est assez simple. C'est juste de savoir qu'est-ce qui est quoi. Donc, on a plusieurs parcours dans un nominal, puis c'est ça qu'on va voir ici. On en a 3. Pré-ordre, ordre et post-ordre. Maintenant, vous pouvez y aller avec logique pour savoir lequel qui est lequel. Pré-ordre, on se dit on va faire soi-même en premier et les autres par la suite. Ordre, on va y aller gauche, soi-même, droite. Et post-ordre, c'est on va faire les enfants en premier, gauche et droite, et soi-même après. Donc, pré-ordre, c'est disons qu'on fait le parcours pré-ordre. On commence au 0, donc on explore le 0 en premier. Ensuite, on va à gauche. On va explorer le nœud. Ensuite, on va à gauche. On va explorer le nœud. Ensuite, on va à gauche. Comme ça. Là, lui, il n'y a plus d'enfant. Donc, on va remonter au nœud 2. On va aller à l'autre enfant. On voit qu'il n'y en a pas. Donc, on va remonter. Lui, on va aller à l'enfant de droite. On va explorer lui-même. On va à l'enfant de gauche parce qu'il n'y a plus d'enfant à droite. On va là. On fait 6. Là, lui, 6, il n'y a plus d'enfant. Donc, on va remonter, 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 remonter. Là, on a exploré tous les enfants à gauche de 0. Maintenant, on va aller voir ceux à droite. On va à droite, 7. 7. Ensuite, une fois qu'on a exploré celle-là, on va aller voir son enfant à gauche, 8. Là, il n'y a plus de... Lui, il n'y a plus d'enfant. Donc, on va monter là. Puis, on va aller voir les enfants de gauche. 9. On va aller voir l'enfant de gauche à 9. 10. Il n'y a plus d'enfants. On va remonter. Il n'y a plus d'enfants. On remonte. On a fini. Donc, on a un ordre. Dans ce cas-ci, vous voyez que ça donne 0, 1, 2, 3, 4 en ordre numérique. Ce n'est pas toujours le cas. C'est parce que l'arbre a été placé de cette façon-là. Mais dans ce cas-ci, c'est ça que ça donne comme réponse. Donc, comment ça marche pré-ordre? Disons qu'on a ça comme ça. On va explorer soi-même en premier, l'enfant de gauche, puis l'enfant de droite. Maintenant, on va aller voir le parcours ordre. Parcours ordre, ça se ressemble beaucoup. C'est dire, on va regarder l'enfant de gauche en premier, soi-même en deuxième, puis l'enfant de droite en troisième. Dans le fond, vous voyez les pré-ordres, ordre et post-ordre comme étant le gauche à droite. Donc, en pré-ordre, on se dit celui du milieu, puis ceux sur les côtés. En ordre, on dit de gauche à droite, et post-ordre, on dit de droite à gauche. Donc, on va y aller avec ça ici. On va avoir ordre, on va avoir. Donc, on va regarder l'enfant ici, l'enfant. Là, lui, il n'y en a plus. Donc, on va regarder lui-même après. 3. On va remonter.
Là, on va regarder le 2, puis on va aller regarder l'enfant de droite. Bon, il n'y en a pas, donc on va remonter. Là, on va regarder le nœud 1. Ensuite, on va aller regarder son enfant de droite. Là, lui, il n'y a pas d'enfant à gauche, donc on ne fait rien. On va regarder lui-même 4, puis on va aller regarder son enfant de droite. Là, lui, c'est la même idée que le 4. Il n'y a pas d'enfant à droite, donc on ne fait rien. On va regarder lui-même, puis on va regarder son enfant à droite. Lui, il n'y a plus d'enfant, donc on fait juste regarder lui-même. Puis, on remonte jusqu'à 0. Là, à 0, on explore le nœud. Donc, on met 0. Ensuite, on va regarder ses enfants à droite. On va ici. 7 a un enfant à gauche. On va les regarder. 8. Lui, il n'y a plus d'enfant, donc on met 8. On remonte. On regarde le 7. On va aller regarder ses enfants à droite. Là, le 9, il y a un enfant à gauche, donc on va aller visiter lui en premier. Lui, il n'y a plus d'enfant, donc on va l'explorer. Ensuite, on va remonter au 9. On l'ajoute. 9 n'a plus d'enfant à droite. On va remonter ça, puis on va avoir fini notre arbre, d'exploration de notre arbre. Donc, on va avoir cette séquence-là. Donc, voilà pour le parcours en ordre. Maintenant, on va voir le dernier parcours post-ordre. Donc, dans la même idée que ce que j'ai dit tout à l'heure, là, ce qu'on va faire, c'est on va regarder les enfants en premier, puis soi-même en dernier. Donc, en partant du root, on va le plus à gauche possible. On va explorer lui en premier, 3. Ensuite, on remonte. Il n'y a plus d'enfants, donc on va explorer lui, 2. Ensuite, on remonte. Lui, il y a un autre enfant à gauche, à droite. Donc, on va aller à droite, puis le plus à gauche possible. Mais vous voyez ici, ça donne qu'ils n'ont tous pas d'enfants. Donc, on va aller à droite le plus possible. On va être à 6. Après ça, lui, il n'y a plus d'enfants. On va remonter. On va explorer le 5. On va explorer le 4. Puis, on va explorer le 1. Ensuite, on remonte, on revient au 0. Mais là, on n'explore pas tout de suite le 0. On va explorer les enfants du 0 avant. Donc, on va là. Le 7, est-ce que le 7 a des enfants à gauche? Oui. 8. Lui, il n'y a plus d'enfants. Donc, on va l'explorer. On remonte à 7. On ne va pas explorer le 7 tout de suite. On va aller voir les enfants en premier. On va voir le 9. Est-ce que le 9 a des enfants? Oui. Est-ce que le 10 a des enfants? Non. Donc, on explore le 10. Est-ce que le 9 a d'autres enfants? Non. Là, on explore le 9. Est-ce que le 7 a d'autres enfants? Non. On a exploré les 2 enfants. Non. On l'ajoute. Puis, à la fin, on va remonter pour finalement explorer le root, qui est le 0. Ce qui nous donne cette séquence-là. Fait que, vous voyez, c'est pas plus compliqué que ça pour les 3 ordres. Vous devez seulement le faire peut-être 1 ou 2 fois, puis normalement, vous allez le comprendre après. Je vous donne un petit tip comme ça pour l'examen. Souvent, ce que le prof va vous donner, c'est 2 parcours. Donc, peut-être pré-ordre et ordre. Il va vous donner le parcours de cet arbre-là, puis vous, ensuite, vous devez construire l'arbre qui est associé à ça. Donc, normalement, c'est quelque chose qui se faisait dans tous les autres examens avant. Je sais, quand je vous donne des petits tips comme ça, c'est pas forcément que c'est la vérité et qu'il va en avoir un, mais il y a de fortes chances que oui. Donc, si vous voulez vous pratiquer avec ça, par exemple, dans ce cas-ci, prenez le parcours pré-ordre, post-ordre. Qu'est-ce que ça donne? Enlevez l'image, cette image-là, cachez-la, puis essayez de refaire l'arbre en regardant juste les 2 parcours, voir si vous y arrivez. Donc, sur ça termine le cours d'aujourd'hui. Donc, merci d'être venu, puis à la prochaine.